Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On va attendre un petit peu avant de commencer, que les derniers inscrits se connectent. On avait dit 45, on va attendre 1 ou 2 minutes. Il y en a encore peut-être bien une quinzaine de participants qui ne sont pas connectés. Allez, je propose qu'on démarre tranquillement. Les derniers retardataires nous rejoindront en cours de route. Ça nous laissera plus de temps pour les questions. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire énergie sur le dispositif éco-énergie tertiaire qui est organisé en partenariat avec les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, EDEL et OID. Simplement, ce dispositif s'organise parmi des accompagnements gratuits proposés par toutes les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la thématique du développement durable et de la transition écologique des entreprises. Donc, il peut y avoir des webinaires d'information comme celui-ci et plein d'autres accompagnements sur l'énergie, les déchets, la mobilité, l'économie circulaire, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers environnement de CCI. Ils sont là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions sur ces thématiques. Alors, aujourd'hui, pour le bon déroulement de ce webinaire, comme on est quand même assez nombreux, il y aura une cinquantaine de participants a priori. Les micros sont coupés par défaut, donc c'est normal, vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions via la discussion qui doit se trouver voilà, dans vos petits icônes sur la droite a priori. Sachant que les questions, on n'y répondra pas forcément au fur et à mesure, mais plutôt en milieu de présentation et à la fin. Donc, n'hésitez pas à être précis dans vos questions pour qu'on sache de quoi vous vouliez parler, puisque ce n'est pas au fur et à mesure qu'on les traitera. La présentation, le support de présentation vous sera envoyé, bien évidemment, à la suite du webinaire. Et ce webinaire est également enregistré. Vous pourrez le revoir autant de fois que vous voulez. Il sera disponible en replay sur YouTube via le lien de la CCIR. Vos 3 intervenants du jour, on va chacun se présenter. Donc, je commence puisque j'ai la parole. Donc, je suis Clémentine Corgier, chargée de mission environnement à la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais. Et vous avez mes coordonnées qui s'affichent et je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais passer la parole à Vincent Barou, qui est de chez Edel. Oui, bonjour à tous. Donc Vincent Barou, chargé de mission bâtiment, conseiller énergie chez Edel. Donc Edel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est énergie durable dans les entreprises de la Loire. Donc on intervient spécifiquement sur le département de la Loire. C'est une opération qui est portée et par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat du département de la Loire, et par les CCI, la CCI Lyon Métropole, Saint-Étienne-Roanne. Donc on est là, nous aussi, en tant que conseiller, pour accompagner les entreprises ligériennes sur leurs projets de rénovation et d'optimisation énergétique. Voilà. Et François, du coup. Ouais. Alors, je vais peut-être partager mon écran. Oui, vas-y. Hop.
Donc, bonjour à tous. Donc, François Goubet, c'est moi qui vais intervenir pour vous donner un petit peu les clés de lecture de la réglementation du décret tertiaire. Moi, je suis ingénieur en optimisation énergétique depuis maintenant 7 ans au sein d'OID Consultant. Donc, on est un bureau d'études spécialisé dans les thématiques environnementales qui est basé à Lyon. On travaille principalement sur l'énergie et les déchets. Avec des interventions sur toute la France et en Europe. On est indépendant de tout prestataire et en fait, nous, ce qu'on aime bien faire, on travaille principalement pour des clients industriels et tertiaires sur différents types de missions. Donc là, sur la thématique énergie, ça va être des audits énergétiques obligatoires donc pour des PME, des grands groupes industriels, des groupes tertiaires, là par exemple dans le médico-social. On fait de l'accompagnement à la mise en place de normes spécifiques sur l'énergie. On fait des diagnostics énergétiques pour l'aéroport de Lyon, par exemple, ou pour d'autres entreprises. Et on peut mettre aussi en place des équipements permettant de mieux mesurer et suivre les consommations énergétiques. Alors, pour ce petit webinaire énergie qui va parler donc, du décret tertiaire, je vous propose, c'est le plan de la présentation suivant. Donc déjà, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce décret tertiaire, ensuite, et qui est soumis, voir ensuite les échéances qu'il y a à respecter, comment on peut bien se préparer pour répondre à cette nouvelle réglementation. Et puis après, très rapidement, voir comment nous, on peut vous aider, mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui et ce sera plus intéressant de pouvoir échanger avec vous et répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser sur le chat, comme l'a rappelé Clémentine. Je l'ai remis ici, comme quoi on vous enverra la présentation, toutes les questions sur le chat. Et vous avez aussi des liens vers les textes de loi, au cas où vous voudriez vous plonger dans ces réglementations. Alors, pour commencer, déjà, voir un petit peu l'origine du décret tertiaire. En fait, ce décret, donc, il part déjà d'un constat comme quoi le parc immobilier tertiaire en France, il représente une part importante de consommation, environ 15% en 2015, selon les estimations qui avaient été faites. Et donc, on peut et on doit réduire ces consommations. Donc, ça avait déjà été attaqué à partir de 2010 avec la loi Grenelle 2 qui définissait des obligations à remplir pour tout ce qui était rénovation des bâtiments tertiaires, mais il n'y a jamais eu de décret d'application. En 2015, on avait réattaqué un petit peu le sujet. Il y avait un objectif de réduction des consommations énergétiques à hauteur de 60% d'ici 2050 dans la loi de transition énergétique. En 2017, il y avait le décret de rénovation tertiaire qui avait été publié. Il prévoyait une obligation de réduction des consos de 25% d'ici 2020. Donc, c'était très, très ambitieux. 2017 pour 2020, avec peu de temps pour agir. Donc, il avait été suspendu par le Conseil d'État quelques mois après sa publication. Mais bon, c'est pas tombé dans l'oubli. C'est juste, ça a pris un peu plus de temps. Et donc, en 2019, il y a eu la parution du décret tertiaire, qu'on appelle également décret de rénovation tertiaire, qui est sorti dans le cadre de la loi Elan. Donc, c'est assez récent, donc ça date d'il y a 2 ans. Et en 2020, on a eu les premiers arrêtés d'application de ce décret qui ont été publiés, qui précisent un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et comment il va falloir le faire. C'est tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de voir un petit peu tout ça. Hop. Alors, la première chose, et ce qui est très important, c'est quel est le champ d'application de ce décret tertiaire. Donc, à ce décret tertiaire sont assujettis les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs de bail de plusieurs typologies de bâtiments. Donc, il y a les bâtiments qui hébergent exclusivement des activités tertiaires sur une surface plancher supérieure ou égale à 1000 m², en sachant qu'il y a des discussions en cours pour faire baisser ce seuil de 1000 m² à 500 m². Donc ça, c'est la première catégorie, c'est les bâtiments où il n'y a que du tertiaire. Ensuite, on va avoir plein de particularités. On va avoir les parties de bâtiments d'un bâtiment à usage mixte, donc qui peuvent héberger des activités tertiaires sur une surface plancher supérieure ou égale à 1000 m². Donc là, l'exemple le plus simple, c'est dans les villes, on a des immeubles d'habitation avec souvent au rez-de-chaussée des commerces ou autres. Et donc ces bâtiments, les surfaces tertiaires de ces bâtiments sont également concernés
bien que les logements au-dessus ne le soient pas. Et après, tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m². Donc ce point-là, il est vachement... Enfin, il concerne notamment beaucoup d'industriels qui ont souvent plusieurs bâtiments sur leur site, dont un bâtiment qui va être de bureau, un bâtiment qui va être du stockage, et ça va être la somme de ces deux bâtiments, si elle est supérieure, la somme des surfaces de ces deux bâtiments, si elle est supérieure à 1000 m², on va être assujetti à ce décret tertiaire. Après, on peut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par activité tertiaire? Parce que c'est assez large. Donc, ce qui est précisé dans le texte de loi, c'est que les activités tertiaires, c'est les activités de services marchands, secteur privé, et non marchands, secteur public et associations à but non lucratif. Dans les faits, ça va, pour le secteur marchand, ça va être tout ce qui va être commerce, transport, activités financières, de services, d'hébergement-restauration, d'immobilier, d'information, communication. Et pour tout ce qui est non marchand, c'est tout ce qui va être les administrations publiques, enseignement, santé et action sociale. Donc, on va retrouver globalement tous les complexes éducatifs, scolaires, les équipements sportifs type gymnase, piscine, des salles de spectacle, des musées, les bureaux, bien sûr, qui sont une grosse activité tertiaire de service ou de vente. Tout ce qui va être commerce, les restaurants, les hôtels, cafés, les hôpitaux, établissements de santé et autres. La logistique, on va le voir, que ça va toucher notamment les industriels. Les ateliers de réparation et d'entretien, tout ce qui va être gare, data center, etc., etc. Donc, on voit que c'est assez large, ça va concerner beaucoup de bâtiments, des bâtiments qui ont une dominante tertiaire, eux, ils sont forcément assujettis, et des sites ou des bâtiments où on pouvait penser que l'activité était pas forcément de base considérée comme du tertiaire et qu'ils vont quand même être assujettis à ce décret. Donc, c'est assez large et ça va toucher beaucoup de monde. Une fois qu'on sait qu'on est assujetti, on va se demander qu'est-ce qu'on va nous imposer en fait. Donc, on impose aux bâtiments qui sont assujettis, donc tertiaires, une obligation de réduction des consommations énergétiques par rapport à une référence. On va revenir sur la référence, mais la référence, c'est une année comprise entre 2010 et aujourd'hui. Mais on a deux types d'objectifs. On a un objectif en valeur relative. Alors celui-là, c'est le plus connu, je pense, vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais c'est un objectif qui nous dit que par rapport à la consommation de référence, il faut avoir diminué de moins 40% d'ici 2030 les consommations, puis moins 50% en 2040 et enfin moins 60% en 2050. Alors cet objectif, on va plutôt, vu que je vous ai dit qu'il y en avait deux, on va voir le suivant juste après, mais il est plutôt applicable pour les bâtiments qui sont anciens, et sur lesquels on a mené peu d'actions d'amélioration sur l'enveloppe, sur le moyen de chauffage, sur les autres équipements qui vont consommer de l'énergie. Et donc, on va plutôt, quand on est dans ce cas-là, si vous avez des bâtiments qui sont dans ce cas-là, aller vers cet objectif que je viens d'énoncer. Le deuxième objectif, c'est un objectif qui est ce qu'on appelle en valeur absolue. En fait, c'est un objectif où il faudra atteindre des seuils qui ont été fixés en kWh par mètre carré et par an pour les consommations CVC. Donc CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Et pour les autres usages, donc les autres usages énergétiques, selon les typologies de surface. Donc il y a des seuils. En gros, on a défini dans les bureaux de type open space, il va falloir consommer en 2030 autant de kWh par mètre carré et par an, selon votre zone climatique, etc. Donc, il y a toutes des corrections qui sont prises en compte. Mais ça impose de pouvoir connaître les consommations en CVC et en usage énergétique autre, éclairage ou chaude sanitaire. Et ça, les seuils qui sont fixés sont basés sur les nouvelles réglementations thermiques. Donc, ça va être plutôt applicable pour les bâtiments récents ou sur lesquels on a déjà mené beaucoup d'améliorations. Et donc, ce sera plus facile pour ces bâtiments-là d'atteindre cet objectif en valeur absolue, en seuil, plutôt que de se dire on a déjà agi et on doit encore agir pour faire moins 40%.
par exemple, d'ici 2030. Donc, ça ressemble à ça dans l'arrêté. Donc, le dernier arrêté qui a été publié, on va retrouver des fiches seuil par type de surface. Donc, ici, on a une catégorie bureau standard, cloisonné, attribué. On va retrouver, selon l'altitude, selon les zones climatiques, les seuils de CVC en kWh par mètre carré par an et les composantes en usage énergétique qu'on doit viser pour respecter la réglementation en 2030. Après, il y a aussi sur ces fiches toute une partie que je vais présenter juste après, mais qui va permettre de moduler un petit peu les objectifs. Parce que oui, on va pouvoir, dans certains cas, moduler les objectifs, c'est-à-dire prendre en compte se dire on ne peut pas forcément atteindre l'objectif ou on veut viser un objectif un peu moindre si notre activité a fortement changé, par exemple. On le voit avec le Covid, notamment, si vous avez des immeubles de bureaux, les bureaux sont moins occupés en 2020, par exemple, qu'en 2019. Donc, on change l'organisation de nos surfaces tertiaires. Et la réglementation est plutôt bien faite car il y a des formules de modulation qui ont été définies basées sur des facteurs influents, comme là je viens d'en parler, le taux d'occupation. Après, il y a l'amplitude horaire. Donc, ça a été défini dans les seuils. Je vous invite à aller regarder là où vous êtes concerné. Là, on fait quelque chose d'un peu généraliste, donc je parle un peu au global, mais tout est détaillé dans la réglementation. Donc justement, la modulation des objectifs, je viens d'en parler, on peut moduler les objectifs en fonction de volume de l'activité. Et tout ça, ça va se faire sur une plateforme qui s'appelle Operate. Donc on va voir, je vais détailler juste après ce qu'on va faire sur cette plateforme. Mais c'est là, en gros, qu'on va consigner et faire remonter toutes les données liées à la réglementation du décret tertiaire. Donc ça, cette modulation, elle va pouvoir presque se faire en automatique par rapport aux données renseignées. Il n'y a pas besoin de faire un dossier technique pour justifier que l'activité a baissé, par exemple. Il faut juste pouvoir indiquer qu'on suit ce taux d'occupation dans le cas des bureaux, par exemple. Par contre, il y a une autre possibilité de moduler les objectifs qui nécessitera un dossier technique, donc une étude assez poussée. C'est quand on va avoir des contraintes d'ordre technique, architectural ou patrimonial. On pourra moduler l'objectif si on est dans certains cas, par exemple, si on a un coût global des actions d'amélioration qui est trop important par rapport aux avantages, aux gains en fait, qu'on va faire. Donc, si les temps de retour de ces actions sont trop importants, on pourra demander une modulation des objectifs. Et par exemple, ça concerne plusieurs choses. Donc, c'est si le temps de retour brut des investissements après déduction des aides financières, parce qu'il y a des aides financières qui existent en ce moment, vous en avez peut-être profité dans le cadre du plan de relance. Mais si pour des actions de rénovation portant sur l'enveloppe du bâtiment, on a des temps de retour de plus de 30 ans, donc on pourra demander une modulation de l'objectif. Plus de 15 ans pour tout ce qui est travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment, si on remplace une centrale de traitement d'air, si on change de l'éclairage, si on change notre chaudière, etc. Et 6 ans pour la mise en place d'un système d'optimisation et d'exploitation des équipements énergétiques. Donc ça, c'est par exemple si vous mettez en place du pilotage, des régulations, une GTC ou une GTB, donc gestion technique du bâtiment ou gestion technique centralisée. Ce dossier technique, donc, il devra comprendre une note de calcul qui va permettre d'indiquer les temps de retour, c'est ce qu'on va vous demander pour justifier la modulation des objectifs. Et cette modulation, elle devra être déposée sur la plateforme 5 ans maximum avant la première échéance de remontée des consommations de chaque décennie. C'est un peu complexe cette phrase, donc j'ai mis un exemple juste en dessous pour que ce soit plus clair pour vous. Donc la première échéance d'objectif, c'est en 2030. Et donc, il faudra avoir fait un dossier technique et l'avoir déposé sur la plateforme Operate avant 2026 si vous pensez pouvoir bénéficier d'une modulation de ces objectifs. Alors après, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut aussi savoir ce qu'on risque si on ne le fait pas. Il y a des sanctions qui ont été prévues dans le cadre de non-respect de cette nouvelle réglementation.
Déjà, il y a le principe de publier toutes les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en mettant en place des mises en demeure sur un site de communication. Et donc, en gros, on va vous dire, vous êtes pas bon, c'est pas bien. Et vos clients vont aussi le voir. Ce sera un site qui sera public et donc ça peut porter atteinte à votre réputation et à votre image. Et après, il y a une sanction financière. Donc, c'est une amende qui est assez faible, mais qui sera, vu qu'elle est faible, sûrement demandée à chaque fois qu'il y aura un non-respect de cette réglementation. Donc, on a une amende administrative de 1 500 € pouvant aller jusqu'à 7 500 € pour les personnes morales. Donc, voilà pour déjà un peu ce décret. On va rentrer un petit peu dans le détail. On va voir un petit peu après comment on peut le mettre en place, quelles sont les échéances. Mais déjà, est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Alors oui, il y en a quelques-unes. Il y a des questions. Il y en a quelques-unes, je vais faire le point. Globalement, donc voilà, sur les bâtiments qui sont éligibles et soumis à ce décret, alors on nous demande, la question, voilà, ça a été un petit peu abordé, mais des bâtiments classés et monuments historiques. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Alors, les bâtiments classés, je crois qu'ils sont concernés. Alors, j'ai un petit doute, il faudrait que je vérifie, mais pour moi, ils sont concernés, oui. Autre question, alors je pense qu'on l'abordera par la suite, ça va revenir, mais une question sur une zone de stockage logistique qui est située en milieu d'atelier de fabrication, dans le même bâtiment, sans séparation. Comment on peut gérer cette partie-là? Alors ça, c'est vraiment le cas assez compliqué. Déjà, il faut être sûr qu'on est bien dans de la logistique longue. Il ne faut pas que ce soit un stock de matière qui ait à vocation à tourner fréquemment sur les lignes de production, parce que dans ce cas-là, on n'est pas concerné par le décret tertiaire pour cette surface. Par contre, si c'est un stock de produits finis qui est destiné aux expéditions vers les clients, là, c'est une surface qui sera concernée. Si on est vraiment dans le cas du milieu d'atelier, c'est assez compliqué en effet, parce que on va, par exemple, si tout l'atelier est chauffé, c'est difficile de savoir les consommations liées à cette zone en particulier. Donc, dans ces cas-là, déjà, il faut pouvoir isoler les consommations liées à l'éclairage, parce qu'on va retrouver quand même de l'éclairage pour cette surface dédiée. Et s'il y a, supposons, des radiants gaz ou des aérothermes sur cette partie, il faut pouvoir les compter séparément afin de déclarer les consommations d'énergie liées à cette zone. Après, je suis d'accord que d'un point de vue purement technique, il y aura beaucoup d'influence sur les zones de production qui seront tout autour de notre zone concernée. Parfait. Alors, on a une autre question qui concerne plus les bâtiments, on va dire, plus récents, voire les bâtiments neufs qui sont en cours de construction actuellement. Oui. On nous donne l'exemple d'un bâtiment qui sera construit pour 2023 et on nous pose la question, est-ce qu'on peut toujours prendre en valeur de référence une valeur de 2010 à 2021 pour ce type de bâtiment? Alors, les bâtiments qui sont construits après 2018 et qui ont été mis en service après 2018 ne sont pas concernés pour l'instant. Parce qu'en fait, ils respectent normalement les seuils les seuils des nouveaux bâtiments, enfin les seuils réglementaires des nouvelles réglementations thermiques, et donc ils ne sont pas concernés. Autre question, c'est un cas assez spécifique, mais on nous parle des locaux techniques qui sont répartis notamment le long des tunnels, s'ils sont concernés, des locaux de courant faible, courant fort ou usines de désenfumage. Voilà, on demande si c'est des locaux qui peuvent être concernés par le dispositif. Alors pour moi, non, parce que ce n'est pas du tout des surfaces qui sont considérées comme étant tertiaires. Selon la définition qui a été donnée là tout à l'heure, ces locaux ne sont pas considérés dans ce décret tertiaire. Et dernière question, alors non, il y en a d'autres qui arrivent, mais il y en a une autre question, mais qui fera, je pense, le lien avec ce qui va suivre dans la présentation. On a quelqu'un qui se pose la question, parce qu'il n'y a pas de compteur suffisamment précis à ce jour pour isoler la partie tertiaire du reste. Il me dit que ça sera fait prochainement. Est-il trop tard pour faire une déclaration de base?
Il n'est jamais trop tard pour se mettre en accord avec la réglementation. Par contre, on va le voir juste après, les différentes échéances qui arrivent vite, parce que la première est en septembre 2021, pour déclarer ces surfaces qui sont concernées et les consommations associées. Après, j'en ai parlé un petit peu juste avant, mais il y a cette notion de consommation de référence, année de référence, où j'ai indiqué que c'était entre une année postérieure à 2010, où là, il faudra pouvoir, on a le droit de la déclarer de faire le choix de l'année de référence jusqu'en septembre 2022. On a d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure. On nous pose la question sur des types d'industries, entre guillemets, qui seraient concernées par le décret. Est-ce qu'elles le seraient, justement, des exemples comme des blanchisseries, imprimeries, des cas un peu spécifiques comme ça? Alors, il y a beaucoup d'industries qui vont être concernées, mais il n'y a pas de type d'industrie. C'est plutôt chaque industrie qui aura plus de 1000 mètres carrés de surface tertiaire qui va être concernée. Donc, on n'accorde aucune importance, il n'y a aucune distinction selon l'activité de l'entreprise. C'est ça. Après, que ce soit une blanchisserie ou imprimerie, est-ce que ça rentrerait dans le cadre tertiaire? Alors là, ça reste des activités industrielles, donc les zones d'atelier ne sont pas concernées. Par contre, les zones de bureau, une imprimerie a toujours souvent un bureau d'études, un bureau de vente, un bureau de comptabilité, toutes ces choses-là, ce sont des surfaces qui seront considérées par rapport au décret comme tertiaires. Donc, si on a plus de 1000 mètres carrés, on sera assujetti. Alors, on a encore quelques questions, mais ça va faire le lien, je pense, avec la suite de toute façon un petit peu. Doit-on avoir forcément de la mesure ou est-ce qu'on peut faire une estimation basée sur les puissances installées et le temps de fonctionnement? Eh bien non, on doit forcément mesurer, c'était précisé, il faut forcément compter via des moyens de mesure de type compteur électrique, ou compteur gaz, ou compteur calorifique pour tout ce qui va être eau chaude, les consommations des surfaces tertiaires. Après, pour les bâtiments qui seraient à 100% tertiaires, on peut également utiliser les factures énergétiques. Et alors, il y en a qui se projettent déjà un petit peu plus loin sur savoir, lorsqu'on a un atelier et une autre zone avec un magasin de vente et une troisième zone de bureau, par exemple, Oui. il y en a qui se posent la question comment diminuer de 40% une conso qui est électrique et qui est très majoritaire pour l'atelier. Voilà, on commence à se projeter sur des solutions envisagées qui risquent d'être compliquées à atteindre des pourcentages aussi élevés de réduction. Oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue? Alors déjà, donc, on va voir que même si les objectifs peuvent paraître ambitieux, ils sont atteignables. Nous, on travaille beaucoup avec des industriels ou des entreprises tertiaires avec des immeubles de bureaux, de surfaces de vente, etc. Et il y a toujours des axes d'amélioration à aller chercher. Là, ce qu'il faut voir aussi, on va en reparler, mais on parle d'une dizaine d'années. Donc, on a aussi du temps pour mettre en place les actions et on va voir que c'est faisable. Il y a pas Et je sais pas si la question était posée dans ce sens-là, mais la diminution de 40%, c'est bien que sur la partie tertiaire. Donc, Ah oui. si c'est la partie atelier qui est majoritaire, peu importe, la réduction va vraiment être imposée uniquement sur la partie tertiaire, même si elle est déjà faible. Et enfin, peut-être repréciser, il y en a qui se posent la question, c'est vrai que bureau dans les ateliers, Oui, il y en a qui se posent ce que c'est réellement, ou est-ce qu'il y a souvent le cas ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent les bureaux dans les ateliers, régulièrement, c'est des bureaux souvent provisoires. On a monté quelques cloisons provisoires pour créer un bureau. Les bâtiments provisoires ne sont pas assujettis à ce décret. Donc, que ce soit dans les industries, je pense on le voit aussi de temps en temps dans des groupes scolaires où on n'avait plus de place et on a construit des classes dans des bungalows. Mais les bungalows ne sont pas, même s'ils consomment beaucoup d'énergie, ne sont pas concernés par ce décret. Après, d'autant plus que là, des bureaux, et même un bureau qui serait en dur au sein d'un atelier industriel, en fait, l'activité de ce bureau n'est pas considéré comme étant tertiaire, parce que ce sera le bureau du responsable de production, par exemple,
Donc, c'est des surfaces qui sont dédiées à l'activité industrielle, de même que les vestiaires des salariés dans les industries ne sont pas considérés comme étant une surface tertiaire, mais plutôt une surface liée à l'activité du site et donc industrielle. Alors, je vais faire prendre une question et puis une deuxième qui fera le lien avec la suite, je pense, et puis on va peut-être s'arrêter là pour avancer un petit peu après par la suite, mais on nous demande des précisions sur les années de référence. Oui. On nous dit voilà, que jusqu'à septembre 2022, on a pour choisir son année de référence. Les consommations de référence doivent être celles d'une année entre 2010 et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par aujourd'hui? Est-ce que c'est fin 2020 ou est-ce que c'est vraiment juin 2021? Non, c'est le aujourd'hui, en fait, c'est le moment où déjà vous aurez 12 mois consécutifs de suivi, donc, enfin de consommation. Et idéalement, il faut l'avoir déclaré le 31 septembre, enfin le 30 septembre pardon, 2021. Et dernière question, peut-être pour faire le lien, et qui reprend un peu une question qui a déjà été posée. Mais alors, pour l'année de référence, comment justifier d'une consommation de gaz lorsque l'installation chaudière alimente l'ensemble d'un bâtiment et pas seulement les zones tertiaires? Et bien là, il faudra, juste comme ça a été indiqué, mais mettre en place des sous-compteurs. Donc, peut-être prévoir aussi des modifications de réseau, de chauffe, pour séparer la partie tertiaire et la partie donc là, c'est les autres zones du bâtiment, parce que c'est pas précisé si c'est un bâtiment industriel ou de logement, par exemple. Mais voilà, il faudra pouvoir sous-compter les consommations liées à cette zone tertiaire. Alors, on en a quasi fini avec. Alors, les questions continuent à Je arriver au fur et à pense mesure. qu'on va Mais enchaîner. voilà. Il y a des questions qui arrivent sur la suite de la présentation. Ouais, alors on nous parle du coût d'installation d'un sous-compteur, mais c'est Ouais, ça, je pourrais voilà, ça sera abordé. Et on nous précise enfin, oui, que dans le document officiel Éco-énergie tertiaire, la question des blanchisseries et imprimeries nous dit apparaissent comme étant concernées. Il nous demande s'il y a eu des modifications depuis. Alors là, je n'aurais pas la réponse. Je ne pense pas, vu qu'il n'y a aucun texte qui a été publié depuis quelques temps. Donc, je pense que ça n'a pas changé. Parfait, on peut peut-être continuer du coup. Ouais. Et justement, je vous propose c'est qu'on regarde un petit peu quels sont on en a déjà un petit peu parlé, mais voir les échéances sur la flèche du temps. Alors, actuellement, on est la première chose à faire, c'est vraiment trouver le périmètre d'application de ce décret tertiaire pour vous, trouver la consommation de référence et mettre en place le plan de comptage énergétique adéquat si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, on a jusqu'au 30 septembre 2021 pour saisir les premières données sur la plateforme Opérate. Et après, on rentre dans la période où on va devoir agir pour réduire de 40% les consommations ou atteindre les premières valeurs seuil en kilowattheure par mètre carré et par an. Et donc ça, on aura jusqu'au 31/12/2031 pour le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on vérifiera si l'objectif a été atteint pour chaque personne qui est concernée par cette réglementation. Ensuite, on rentrera dans une deuxième période où les objectifs sont plus ambitieux, nouvelle période de 10 ans pour atteindre ces objectifs. Et une dernière période de 10 ans où on atteindra réduire de 60% les consommations en 2051, pardon. Pour rappel, n'oubliez pas, mais au milieu de chaque période, on pourra déposer des dossiers techniques pour justifier la modulation de tel ou tel objectif sur la plateforme Opérate. Et actuellement, je pense que on est tous, vous êtes tous au début de cette première phase. Donc, on voit que la première deadline s'approche à grands pas. J'ai juste mis une petite astérix pour indiquer que la date butoir pour le choix de l'année de référence avait été décalée au 30 septembre 2022. Et donc c'est cette date-là qui est maintenant retenue pour l'année de référence. Hop. Alors, la plateforme Opérate, donc actuellement, elle est en cours de construction parce que, comme souvent, la réglementation est sortie et puis les outils pour faire la déclaration ne sont pas forcément encore
encore prêt. Donc, elle est en cours de finalisation. Maintenant, ce n'est plus de la construction. Elle sera normalement prête pour l'été. Elle doit elle doit être mise en service là, fin du mois de juin, normalement. Elle va permettre de recueillir toutes les consommations énergétiques des acteurs concernés. Et elle est administrée par l'ADEME, donc l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le premier objectif de cette plateforme, c'est déjà de respecter que tout le monde, de vérifier que tout le monde respecte la réglementation. Le deuxième objectif, c'est pouvoir faire de la capitalisation pour pousser à l'action. Ça permettra de voir entre guillemets, les bons élèves et puis de montrer aux autres que c'est possible et qu'il y en a qui y arrivent. Hop, je rappelle que on va saisir des consommations en énergie finale sur cette plateforme, donc en kilowattheures, et il y aura une correction qui sera automatiquement faite pour prendre en compte le climat au niveau local. Parce que c'est logique aussi qu'on ne consomme pas la même chose entre une entreprise qui est située à Lille, à Lyon, à Marseille, etc. Donc, il y a une correction climatique qui sera appliquée. À chaque fois qu'on va saisir les consommations énergétiques, on pourra voir où on en est dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, ça permettra de voir si on s'améliore, si on se dégrade, si le chemin qu'il nous reste à parcourir pour atteindre l'objectif en 2030, par exemple. Et on pourra automatiser la remontée des données de consommation dans Opérate, donc pour gagner du temps et éviter de faire de la saisie manuelle. On pourra automatiser ça d'un point de vue informatique. Sur le site Opérate, il y a une FAQ qui répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la réglementation du décret tertiaire. Elle est plutôt bien faite. Moi, je vous encourage à aller la voir. Hein. Donc, je vais peut-être pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble rapidement. Et voilà, donc on a la plateforme. Alors, elle est en train de charger. Ou alors, vous êtes tous dessus et donc elle ne fonctionne plus bien. Mais voilà, on a une FAQ éco-énergie tertiaire où on va, selon plusieurs thématiques, avoir des questions-réponses. Et c'est plutôt bien fait donc, pour vérifier si telle ou telle partie de votre bâtiment est assujettie. Par exemple, je pense là, le cas des bâtiments ou parties de bâtiments tertiaires sur les sites industriels, paf, on a une question. Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire d'un site industriel sont-elles concernées par les obligations? Eh bien, les obligations s'appliquent aux bâtiments. Donc là, on rappelle la réglementation pour tout ce qui va être plus de 1000 m² et les différentes activités qui seront concernées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire pour aller regarder s'il n'y a pas déjà la réponse à votre question spécifique sur la plateforme Opérate. Hop. Alors déjà, après, comment moi je vous préconise de faire pour répondre à cette nouvelle réglementation? On voit qu'il y a plein de choses à faire, hein, donc on peut vite partir un peu dans tous les sens. Par quoi il faut commencer? Comment bien définir sa consommation de référence? Et est-ce qu'il faut se presser et agir rapidement ou pas? Donc déjà, la première chose à faire, c'est vérifier si on est bien concerné par cette réglementation. C'est, je pense, en grande partie pourquoi vous êtes là à nous écouter. Ensuite, donc, je rappelle que, en gros, c'est si vous êtes sur votre site, vous avez plus de 1000 m² en cumulé de surface tertiaire, vous êtes concerné par cette réglementation. Donc, c'est vraiment toutes les activités de l'entreprise. Alors, si on est locataire, donc ça arrive, il y a beaucoup d'entreprises qui louent leurs locaux. Il faudra échanger avec le propriétaire, parce que vous êtes tous les deux concernés par la réglementation, pour définir la stratégie à adopter pour répondre aux obligations du décret tertiaire, et notamment voir les responsabilités de chacun. Attention, in fine, c'est quand même le propriétaire qui sera le responsable final. Et entre propriétaire et locataire, ça va sûrement, ça va demander à revoir notamment les bails, les baux, pardon, pour renégocier cette partie-là et voir qui s'occupe de telle partie dans le respect de ces obligations.
c'est souvent le propriétaire qui va être le plus impacté, avec des travaux sur l'enveloppe du bâtiment, mais les locataires peuvent également participer pour tout ce qui va être contrôle des consommations, pilotage de ces consommations. Et donc, il y aura des responsabilités partagées. Alors, la consommation de référence, donc pour rappel, c'est une période de 12 mois consécutifs qui doit être postérieure à 2010, pendant laquelle on va mesurer quelles sont les consommations énergétiques de nos surfaces tertiaires, toujours. Hein, il faut vraiment se concentrer sur ces surfaces-là. Alors après, pour les énergies stockables, fuel, gaz, biomasse, donc, qui ont des consommations qu'on ne suit pas forcément, puisque si on fait des livraisons de combustible, il sera accepté que la consommation de référence elle puisse être établie sur la moyenne calculée sur une période à définir. Donc, par exemple, sur les 10 dernières années, vous avez consommé autant de gaz propane ou autant de biomasse. Et donc, ce sera cette moyenne-là qui pourrait être considérée comme étant la consommation de référence pour cette énergie. Donc, les consommations d'énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommation énergétique relatifs d'une part à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux. Donc ça, c'est la part CVC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'autre part, tous les autres usages énergétiques, usages spécifiques ou de procédés qu'il peut y avoir dans les surfaces tertiaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est si on possède de l'historique sur ces données de consommation énergétique, le plus important, c'est aussi de choisir une année de référence qui va permettre de valoriser les actions qui ont déjà été menées. Ça permettra d'atteindre plus facilement les objectifs fixés. Par exemple, si vous avez un bâtiment, je vais prendre un exemple assez simple, mais un immeuble de bureau, donc vous avez vos factures énergétiques depuis plusieurs années avec de l'historique. Donc, vu que vous avez 100% de surface tertiaire, les factures suffisent pour faire les déclarations de consommation. Et donc, vous pouvez remonter jusqu'à l'année 2010 pour définir votre consommation de référence et en profiter pour valoriser, je ne sais pas, un changement de chaudière qui aurait été fait en 2015, un remplacement de fenêtre qui aurait été fait en 2017, qui sont déjà prises en compte, c'est des améliorations qui sont déjà prises en compte, vu qu'on aura choisi une année de référence antérieure. Alors, avant d'agir pour réduire vos consommations énergétiques de surface tertiaire, la première chose à faire, c'est déjà être sûr qu'on mesure bien la consommation de ces surfaces tertiaires. C'est demain, vous aviez prévu d'installer, je ne sais pas, des nouveaux radiateurs dans votre surface tertiaire, vous rénovez vos bureaux, il faut peut-être attendre un petit peu parce que ce serait dommage de ne pas pouvoir valoriser cette action puisqu'on ne mesure pas encore les consommations énergétiques de ces surfaces. Une fois qu'on a mesuré les consommations énergétiques, on définit la consommation de référence qui est la plus judicieuse, donc qui permet de valoriser le plus d'actions mises en place. Après, il faut identifier les actions d'amélioration qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs et planifier la mise en place de ces actions, puisqu'on va parler sur des longues périodes de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ce sera important de pouvoir les planifier assez en avance et puis prendre justement, ça permettra de lisser un petit peu les améliorations dans le temps pour les budgets, notamment parce que ça va représenter des sommes conséquentes d'investissement pour atteindre les objectifs. Et le dernier point, c'est pouvoir suivre et vérifier qu'on s'améliore et moduler les objectifs le cas échéant. Donc ça, cette dernière étape, ce sera via la plateforme Opérate que je vous ai présenté juste avant. Donc, on l'a vu, les objectifs peuvent vous paraître très ambitieux. Moins 40% en 10 ans, c'est une belle baisse au niveau des consommations. Mais je pense, moi, personnellement, avec l'expérience de ce qu'on peut voir dans les industries, dans les bâtiments tertiaires, que c'est faisable avec une bonne préparation initiale, une bonne feuille de route. On peut atteindre, quel que soit son niveau de maturité, les seuils d'objectifs qui ont été fixés. Je pense notamment via des actions de sensibilisation et de pilotage.
c'est souvent des actions qui ont un faible investissement, mais ça permet de faire entre 10 et 15% d'économie sur la facture énergétique. Juste un chiffre clé, hein, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais baisser de 1 degré la consommation de, 1 degré la température de consigne du chauffage, c'est 7% d'économie sur la facture de chauffe. Donc, rien que ça, c'est une économie qui est importante et qui est facile à faire et qui ne demande pas d'investissement. Après, il y aura des actions aussi de remplacement de ces équipements. Mais les équipements de CVC, ils sont souvent à remplacer tous les 15 ans en moyenne par du matériel qui est plus performant. Donc maintenant, il y a des équipements type renouvellement d'air, je pense à des centrales de traitement d'air, etc., qui intègrent des ventilateurs hyper performants, de la régulation, de la récupération de chaleur, on va en reparler, hein. Mais c'est des équipements qui sont très performants et qui sont disponibles maintenant. Et je pense que peu d'entreprises changent tous les ans ou tous les 2 ans leurs équipements. Donc souvent, vous avez des équipements qui peuvent être aussi un peu vieillissants. Et dans les 10 ans à venir, il y aura potentiellement des programmes de rénovation, remplacement de ces équipements. Donc il y aura plus d'investissements, mais c'est des investissements qui sont souvent nécessaires, prévus, et ils permettront également des plus gros gains sur la facture énergétique. Donc en faisant ces 2 premières actions-là d'ici 2030, on peut atteindre l'objectif des moins 40% en 2030, ou les seuils si on est déjà un petit peu avancé. Après, il faudra aussi pouvoir viser des actions sur ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, ça peut être produire sa propre énergie, par exemple avec des panneaux photovoltaïques qu'on va pouvoir installer sur son parking, sur sa toiture. Ce sera des consommations qui, si on est en autoconsommation, viendront se soustraire de notre facture énergétique et donc nous aider à atteindre les réductions de consommation indiquées dans les objectifs. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la récupération de chaleur fatale pour du chauffage. Donc ça, c'est notamment intéressant pour les industriels qui ont des équipements qui vont chauffer et sur lesquels il est possible de récupérer la chaleur. Et cette chaleur, on pourra la mettre à disposition des surfaces tertiaires pour atteindre les objectifs de réduction. Donc ça permettra de viser les moins 50% d'ici 2040. Et après, bien sûr, il y a aussi, au bout d'un moment, il va falloir agir sur le poste qui va coûter le plus cher, mais qui peut présenter des actions, des gains très importants. C'est d'agir sur le bâtiment, le bâti en lui-même, donc l'isolation notamment. Il n'y a pas forcément d'obligation dès maintenant, sauf si vous avez un projet de rénovation, de réisoler tout votre bâtiment. Il faut raisonner sur 30 ans, sur une très longue période, donc choisir le bon moment et justement coupler ça avec ces travaux d'isolation avec des travaux de rénovation pour à la fois améliorer le confort de vos salariés ou de vos collègues et en même temps diminuer très fortement les consommations énergétiques, donc atteindre les objectifs. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? J'en ai vu passer pas mal, je pense que c'est bien de faire un petit point questions avant qu'on rentre dans la dernière partie après. Oui, il y a pas mal de questions, ça vient au fur et à mesure. Alors, on se repose la question sur le rôle. Alors, voilà, vous l'avez un peu répondu à la question, mais sur le rôle tout à l'heure entre le propriétaire et le locataire et de qui doit faire la déclaration en fait sur Opérate notamment. Oui, alors c'est souvent le propriétaire qui va s'en occuper. Après, on peut aussi déléguer cette déclaration à un tiers. Et donc, les locataires qui voudraient garder cette maîtrise pourraient le faire. Mais le plus souvent, ce sera quand même le propriétaire qui va s'en charger. J'avais accompagné l'ESF, donc l'établissement français du sang, l'EFS, pardon, à Marseille, qui justement, en renégociant ses contrats de bail avec ses propriétaires, il y avait des clauses qui indiquaient que le propriétaire allait se charger de collecter toutes les infos pour les faire remonter sur les plateformes Opérate. On nous demande, mais bon, je pense que ça a une réponse assez vite, la question du restaurant d'entreprise. Est-ce que c'est une zone à considérer dans le décret tertiaire? Oui, ce sera une zone tertiaire, comme tous les autres restaurants.
On nous demande aussi voilà, un peu plus de précision sur les facteurs d'influence, comment ils sont pris en compte, donc d'un point de vue climat, les DJU, les Oui. volumes de production, enfin, heures de consommation, heures de travail, comment ça va se passer? Alors ça, donc comme je l'ai indiqué, hein, sur la plateforme, on va saisir des kilowattheures, donc des consommations finales, et il y aura tout de suite une correction climatique qui sera prise en compte. Donc les DJU, donc degrés jour unifié, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est un indicateur qui permet de connaître la rigueur du climat en hiver. Et c'est tout petit peu différent des DJU chauffagistes. Il y a une petite formule qui a été créée pour prendre en compte l'impact du climat sur nos consommations. Et c'est normal que cet hiver, on a consommé plus d'énergie que l'hiver 2020, qui a été beaucoup plus doux par rapport à l'hiver 2021, où on a eu des gelées très importantes. Hein, donc, on a consommé beaucoup plus de chauffage. Et ça permet de le prendre en compte d'une année sur l'autre et de vérifier qu'on s'améliore d'un point de vue un peu performance et pas que consommation. Et comme je l'ai indiqué, sur les modulations d'objectifs, donc chaque surface a ses critères d'influence qui ont été un petit peu déjà définis. Donc je parlais des bureaux avec le taux d'occupation, les heures ouvrées, et tout ça, ce sera des données à déclarer sur la plateforme Opera pour pouvoir faire des modulations. Alors, il y a des questions qui se posent en fait autour du lien avec l'ISO 50001 et de la certification ISO 50001. Oui. C'est une méthodologie qui, a priori, voilà, qu'on nous dit sensiblement similaire. Est-ce qu'il y a des équivalences ou des exonérations pour les structures qui seraient certifiées? Non, par contre, le fait d'être ISO 50001, ça va vous donner un cadre déjà. Vous êtes habitué à aller dans ce sens-là. Le ISO 50001, c'est l'amélioration continue de la performance énergétique. Et donc, ça définit un cadre, ça donne des outils pour identifier des axes d'amélioration, les mettre en œuvre, éviter les dérives sur tous ces postes énergétiques. Donc, ce sera plus simple d'aller respecter cette réglementation quand on est ISO 50001, une norme aussi qui demande d'avoir un certain nombre de compteurs. Et donc, on aura peut-être, avec un peu de chance, un peu plus d'historique sur les consommations énergétiques des zones tertiaires. On a des questions qui reviennent aussi de façon assez récurrente sur la partie production photovoltaïque et autoconsommation. Oui. Voilà, si on a ce type d'installation sur son site, est-ce qu'on les inclut, cette production d'énergie dans le bilan du site? Enfin, comment ça se passe? Alors, comme je l'avais dit, hein, là, c'est ce qui est affiché à l'écran, mais c'est en gros, si on a des panneaux photovoltaïques et qu'on fait de l'autoconsommation, la réglementation, elle va considérer que c'est de l'énergie, entre guillemets, qu'on ne consomme pas. Mais il faut bien faire de l'autoconsommation et pas revendre l'électricité qu'on produit au réseau. Dans ce cas-là, ça ne comptera pas. Alors, on nous repose la question, alors ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, mais on revient un petit peu dessus, c'était peut-être pas forcément super clair. Quand on a une entreprise industrielle de plus de 1000 m² de tertiaire, Oui. Et qu'il n'y a pas du coup de sous-comptage aujourd'hui pour faire le distinguo entre les consommations de telle et telle partie, et qu'il y a des sous-compteurs qui sont prévus d'être installés, on va avoir du coup un historique de consommation sur la partie tertiaire très récent. On aura du coup une conso annuelle totale que l'année prochaine, en septembre 2022. Est-ce que ça suffira pour être pris en année de référence Tout à fait. Ce sera d'ailleurs la seule possibilité. Donc c'est pour ça que là, je parlais la première deadline en septembre 2021, mais c'est aussi une deadline donc à la fois de déclaration des surfaces concernées sur la plateforme, mais aussi de mise en place des compteurs dont on aurait besoin. Parce que pour une année de référence, il faut 12 mois d'historique. Et vu qu'il faut déclarer l'année de référence en septembre 2022, il faut absolument avoir mis en place les compteurs nécessaires en septembre 2021 pour viser pour avoir cette consommation et la déclarer comme étant la nouvelle référence. Ce qui est juste dommage quand on est dans ce cas-là, c'est qu'on ne pourra pas valoriser des actions qui auraient déjà été menées sur les surfaces en question. Ce que je disais, hein, si vous avez remplacé les fenêtres de vos bureaux, on ne pourra pas valoriser le fait que vous avez fait un gain sur l'isolation de votre bâtiment. Là, il faudra bien regarder si c'est plus avantageux du coup d'avoir la réduction par rapport à la consommation de référence, l'année de référence, ou directement aller sur les coefficients en valeur absolue. Mais toujours est-il, il faudra quand même mesurer les consommations des surfaces tertiaires. Donc ces compteurs, ces sous-compteurs, ils sont vraiment à mettre au plus vite.
Bien peut-être repréciser voilà, entre les respects des échéances entre septembre 2021 et septembre 2022. Voilà, on parle de septembre 2021 sur la déclaration de l'année de référence. C'est pas vraiment ça, c'est l'année de référence. Hein, on précise, c'est bien septembre 2022. 2022. Tout à fait. Voilà. J'ai peut-être fait un lapsus, désolé, entre les dates. Non, mais voilà, c'est une question qui est reprise là-dessus. Et septembre 2021, on est bien sur en fait une remontée des consommations de 2020 pour le moment. Si on les a à Si on les a. disposition et à minima de déclarer les surfaces qui seront concernées. Voilà. Si une entreprise déménage, que deviennent ses obligations aujourd'hui, voilà, notamment si c'est dans des locaux d'avant 2018? Alors là, sur les locaux vides, c'est quelque chose que j'ai moins la maîtrise dessus. Je sais qu'il y a quelque chose dans la FAQ. Parce que, alors il faudrait qu'on regarde, on peut regarder ensemble. Hein, hop. Vide. Hop. Est-ce que, au pire, je vais peut-être passer, je la note la question et on pourra vous faire un retour après coup après la présentation. En vous envoyant la présentation, on répondra à cette question. Je préfère qu'on réponde aux autres questions et pas bloquer. Oui, alors il y a des questions qui reviennent sur les centrales PV autoconso existantes, voilà, comment sera prise, mais bon, ça a été un petit peu répondu En déjà. fait, on va déclarer les consommations sur les factures et à défaut de pouvoir soustraire les consommations en autoconso. Voilà, après, je reviens sur la question enfin, du déménagement. Hein. Je l'ai peut-être mal posé, mais si une entreprise déménage, voilà, que deviennent ses obligations? En fait, l'obligation est liée au bâtiment. Donc, quelque part, l'obligation, ça sera au futur acheteur. S'il y a un déménagement, si le Oui, propriétaire n'a oui. pas changé, l'obligation reste la même, quelque part, logiquement. S'il y a une vente ou un achat, c'est le futur acheteur qui aura l'obligation sur le bâtiment qui est soumis. Et de la même façon, si vous allez sur des nouveaux locaux qui sont construits avant 2018 et qui ont plus de 1000 mètres carrés, là, il y a les obligations type liées au bâtiment comme on les a présentées normalement. Ouais. Et là, pour les locaux qui seraient vides, non occupés, etc., il faudra quand même normalement, il y aura des consommations très faibles, mais il faudra quand même les remonter sur la plateforme pour vérifier qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement ou d'anomalie. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes celles qui ont été posées pour le moment. Donc, si il y a à poursuivre, on peut. Ouais, après, donc là, c'était rapidement pour vous dire comment OID, on peut vous aider sur ces sujets. Donc, nous, on a notamment une solution de mesure. Donc, on peut vous aider à mettre en place des compteurs qui seraient télérelevés, donc pour pouvoir justement suivre les consommations et puis les suivre dans le temps, avec pas de temps assez court, 5-10 minutes, pour justement observer de potentiels axes d'amélioration. Nous, on est en phase avec ce qui est demandé par la réglementation, puisqu'on est sur un adage dont on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer. Et c'est très important de pouvoir mesurer les choses un peu en amont aussi pour valoriser les axes d'amélioration qui sont faits derrière. Donc voilà, je passe rapidement parce que je vois qu'on arrive presque à l'heure de fin. Mais si vous avez déjà des compteurs, on peut soit les télérelever directement en se raccordant dessus, ou si vous n'avez pas du tout de compteur, on peut mettre en place pour vous des compteurs. Alors, un compteur posé en télérelevé, c'est à peu près 1000 à 1200 € électriques. Après, pour les compteurs gaz ou eau chaude calorifique, c'est plus variable. Ça dépend des tuyauteries, des diamètres de tuyauterie et autres. Donc là, ça demandera de faire une étude un peu plus spécifique pour bien comprendre le besoin. Donc voilà, ça vous l'aurez dans la présentation. N'hésitez pas à me contacter si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et pour les industriels, là, si vous voulez mettre en place des compteurs et en profiter pour mettre en place des compteurs sur votre partie, sur des usages industriels, il y a des subventions certificats d'économie d'énergie qui peuvent exister. Et je crois que le crédit d'impôt aussi, le CIR, crédit d'impôt pour tout ce qui est tertiaire, du coup, ces sous-compteurs peuvent être aussi pris en charge. Enfin, selon conditions. ouais.
Donc voilà. Et après, nous, on fait aussi beaucoup de diagnostics et d'audits. Et donc, on pourra également, si besoin, aider des entreprises, on le fait déjà, hein, mais à définir un peu les feuilles de route, donc trouver les actions d'amélioration qui seront nécessaires, qui sera nécessaire de mener pour atteindre les objectifs qui sont définis dans cette réglementation. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter au besoin, selon vos besoins, pour vous proposer quelque chose de personnalisé. Petite synthèse avant de, je pense, repasser la parole ou répondre aux dernières questions qui pourrait y avoir et repasser la parole à Clémentine pour finaliser. Mais donc, si vous avez plus de 1000 m² de surface tertiaire, vous êtes concerné, propriétaire et ou locataire. L'obligation de réduction de consommation de moins 60% en 2050 par rapport à une année de référence, ou alors d'atteindre des seuils de consommation de construction récentes, des niveaux de performance équivalents aux constructions récentes. Donc, important de définir cette consommation de référence entre 2010 et aujourd'hui, avec une première échéance en septembre 2021, et rapidement mettre en place les équipements de mesure permettant de compter ou d'isoler les consommations énergétiques des surfaces tertiaires. Et après, on pourra moduler dans un temps un peu plus long les objectifs si besoin via une étude technique. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles questions. Alors, ça arrive petit à petit, mais c'est vrai qu'il n'y en a eu pas beaucoup. Mais alors, c'est vrai qu'on nous repose la question, on ne l'a pas évoqué, la question des syndics, des copropriétés tertiaires. Est-ce que c'est le syndic de déclarer tout ça? Syndic déclaré même s'il n'est pas vraiment l'obligé, ou enfin, comment ça se passe au niveau de la copropriété tertiaire? Là, donc, si vous êtes plusieurs propriétaires qui sont concernés dans un même bâtiment, c'est ça, enfin, si je comprends bien, là, il faudra définir qui fait la déclaration, et les autres copropriétaires donneront mandat à la personne qui se portera garante de cette déclaration. Sachant qu'il y a dans la FAQ, il y a pas mal d'explications aussi sur ces cas-là. Vous pourrez aller voir. Il y a différents cas de présentés où il peut y avoir différentes possibilités. Ouais. Quelles seront les preuves de consommation demandées? Est-ce que c'est l'index au compteur avec photo? Comment on va prouver? Je ne sais pas du tout comment on justifiera les données qui seront communiquées et remontées sur la plateforme opérateur. Je pense que c'est du déclaratif, je pense. Et il pourrait y avoir forcément des contrôles. Mais il y aura sans doute des contrôles, mais a priori, c'est chaque entreprise qui déclare ses consommations. Donc sur le mode déclaratif, on espère que tout le monde dira les bonnes valeurs, les vraies valeurs. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Bon, on reprécise que ce support PowerPoint sera diffusé de toute façon à la fin, parce que là, c'est une des questions qui a été posée. Et si, il y a d'autres questions. Est-ce que les locaux réservés au stockage sont considérés comme logistiques? Alors, Ça dépend du stockage. Le stockage, par exemple, de matières premières n'est pas forcément concerné. Le stockage intermédiaire qui alimente directement vos machines de production ou autres ne sont pas concernés. Par contre, le stockage de produits finis qui vise à être expédié chez les clients, là, ce sera concerné. En fait, il faut garder à l'esprit qu'il y a une certaine interprétation. L'idée, c'est vraiment que soient assujettis les locaux vraiment avec une fonction tertiaire. Donc, tout ce qui est lié directement à l'activité industrielle ne sera pas concerné. Donc, on parlait tout à l'heure des restaurants. Le restaurant d'entreprise, oui, il va être concerné, c'est une surface tertiaire. Par contre, si vous avez une micro-salle de pause avec une machine à café en plein milieu de la partie industrielle, là, évidemment, vous n'avez pas besoin de considérer cette surface en tertiaire. Donc, voilà, il y a les règles, il y a l'interprétation, mais l'idée générale, c'est un petit peu ça. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir terminer. On n'a pas trop débordé. Voilà, on espère que ça a répondu à vos questions et puis surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour si vous avez des questions qui reviennent ou si vous voulez un peu plus de précision. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.
Tu as coupé l'enregistrement ou... Je vais couper. Ouais. Ça sera fait. Ouais. Alors, c'est où?